Bonsoir à tous, et si vous n'êtes pas encore familier de l'IA, l'intelligence artificielle, si vous ne voyez pas encore concrètement à quoi elle peut servir pour tous les soignants, là où ils se trouvent, et peu importe où ils se trouvent sur le territoire, eh bien, vous êtes au bon endroit ce soir, puisque c'est exactement ce que nous allons aborder de manière très concrète dans ce grand débat. L'IA au cœur des territoires de santé, quel apport, quel impact? Et pour y répondre autour de moi, Virginie Gervais, qui est présidente de Philips France. Merci d'être des nôtres aujourd'hui, d'avoir fait le déplacement jusqu'à Castres pour cette université de la e-santé. Philips, acteur majeur de la santé, qui a ouvert, vous me le direz, son propre centre d'innovation d'intelligence artificielle en France il y a peu. Et vous me direz ce que l'on y cherche très, très concrètement. Jimmy Ledigabel, qui est chargé de recherche chez Pierre Fabre, laboratoire Pierre Fabre, qui explore de nombreuses pistes de recherche avec l'IA, dont la possibilité de faire de la recherche en santé, pas uniquement sur des patients de chair et d'os, mais aussi sur des données synthétiques. Il nous expliquera tout à l'heure ce que sont des données synthétiques. Sylvain Dalmas, qui est à ses côtés, créateur d'entreprise, dirigeant d'Alia Santé, start-up née sur le territoire, puisqu'elle est à Toulouse. C'est déjà la 3e société que vous fondez en lien avec l'intelligence artificielle. Et vous travaillez donc avec Alia, entre autres, à la génération de données synthétiques. Autre start-upper avec nous, Robin Roumingas. Vous avez fondé une société qui s'appelle Juicy. Et avec un moteur en IA, vous permettez aux médecins du monde entier d'être informés de toute la littérature qui paraît, c'est chaque jour et par dizaines, sur l'ensemble de leur domaine de prédilection. Et on verra avec vous comment vous mettez à disposition de tous, n'importe où on se trouve dans le monde, cette littérature qui est importante. Hop là, je reprends mes fiches. Où est-ce qu'elle est placée? Voilà, elle est au milieu, je ne la voyais pas, excusez-moi. Docteur Sophie-Hélène Zaimi, vous êtes radiologue en chef à l'hôpital Cochin à Paris, doublement, j'ai envie de dire, digital, puisque vous utilisez au quotidien des outils d'IA qui révolutionnent votre métier, la manière dont vous exercez la radiologie, et vous êtes aussi médecin influenceuse sur les réseaux sociaux. Elle est connue sous le pseudo The French Radiologist, c'est sur Insta en particulier. Combien de followers? Combien de followers? Attendez, prenez un micro, comme ça on va vous entendre. Voilà. Sur Instagram, 127 000. Voilà, 127 000 followers, rien que ça, il faut y arriver. Et vous êtes ce soir avec nous avec grand plaisir dans cette université de la e-santé à Castres. Et puis enfin, autre influenceur aussi, lui aussi à sa manière, Rémi Teston, bien connu de ces lieux, de cet endroit, de cette université, créateur du média Buzz e-santé, consultant en transformation et stratégie digitale. Rémi, on voit rien qu'à la présentation de ce panel ce soir, la diversité des usages de l'IA, et peut-être en préambule de cette table ronde avec vous, un petit panorama des usages de l'IA aujourd'hui en santé. Exactement, l'idée c'est de vous montrer un petit peu les différents usages qu'on retrouve aujourd'hui dans le monde de la santé de manière très, très synthétique. Donc l'idée c'est de vous dresser un petit panorama des différents usages avant de rentrer dans les cas concrets. Donc déjà, il faut avoir en tête que l'intelligence artificielle, ce n'est pas un simple algorithme. C'est vrai qu'on a tendance à le mettre en place. Ce qui est important, c'est d'avoir en tête qu'il faut avoir des outils qui sont dans la recherche de retrouver les capacités cognitives humaines. Ça peut être la réflexion, ça peut être le langage et d'autres critères comme ça. Derrière ça, bien sûr, sans data, il n'y a pas d'IA. Aujourd'hui, l'IA doit fonctionner avec de la data et de la data qui est structurée, qui est qualifié, donc ça c'est un enjeu aussi qui est crucial. Derrière ça, bien sûr, vous n'êtes pas passé à côté du phénomène des IA génératives qui sont omniprésentes et qui ont bouleversé vraiment le monde de l'intelligence artificielle, l'ensemble de la société et bien sûr le monde de la santé. Alors si on en vient plus concrètement au monde de la santé, c'est vrai que l'IA est présente déjà depuis un certain temps au niveau de la recherche. C'est beaucoup utilisé dans la recherche fondamentale, dans la recherche aussi pharmaceutique, notamment avec du machine learning pour accélérer les phases de développement des médicaments. On peut traiter des volumes de données beaucoup plus importants et dans des temps réduits. Donc ça, c'est un premier élément d'usage qui est très important. Autre élément important, c'est au niveau de l'errance diagnostique, pour lutter contre ça. C'est là où Sophie, par exemple, et les radiologues sont très vite emparés de l'IA
Ce sont les professionnels de santé qui sont très rapidement emparés de ces outils-là pour aider justement à déceler des pathologies de manière beaucoup plus efficace. Et c'est une manière aussi, à travers des systèmes d'aide à la décision, un moyen de pouvoir avancer dans l'aide pour lutter contre cette errance diagnostique. Au-delà de ça, évidemment, on voit de plus en plus de solutions émerger pour accompagner les praticiens au quotidien. On pense que dans les prochains mois, par exemple, la génération de dossiers médicaux à partir des conversations entre le patient et le médecin va devenir un standard finalement, et tous les éditeurs vont l'intégrer dans leurs solutions. Évidemment, il y a d'autres solutions qui se déploient, comme la formation des professionnels de santé, qui peut passer notamment par l'information, ce que pourra nous présenter Robin, notamment avec Juicy. L'idée, c'est justement de pouvoir faciliter l'accès à l'information. Et puis, on voit également un des éléments cruciaux aussi de l'intelligence artificielle, c'est les modèles prédictifs. C'est-à-dire de pouvoir identifier les complications à venir d'une pathologie et de pouvoir anticiper justement la prise en charge et faire en sorte qu'il y ait une prise en charge qui soit complète et accompagner le patient à chaque étape. Et puis, il y a le suivi du patient. Aujourd'hui, le parcours de soins se digitalise et on voit émerger de nombreuses solutions pour favoriser l'autonomie du patient. Il peut s'informer plus efficacement et puis, avec la télésurveillance, on peut avoir un suivi vraiment de plus en plus pertinent et efficace. Derrière ça, il y a également au niveau des hôpitaux, d'un point de vue purement administratif, ou même dans toutes les strates de l'hôpital, on voit que l'IA s'intègre progressivement. Ça peut être la gestion des plannings, ça peut être la gestion des lits, et tout un tas d'autres solutions qui vont permettre d'optimiser la gestion des établissements. Et puis finalement, ce qui ressort souvent, c'est cette question que la décision finale, elle doit toujours rester humaine. Même si on utilise ces outils-là, il faut qu'il y ait toujours cette décision qui soit faite par un professionnel de santé avec le patient. Enfin, pour finir, c'est vrai qu'il y a une multitude d'enjeux. Alors, on pourrait faire des keynotes dédiées à chacun de ces enjeux. Il y a tout d'abord la transparence des algorithmes, qui est important pour savoir comment sont utilisés ces outils, la sécurisation de ces outils, de ces données, de ces IA. Et il y a aussi un phénomène qui est assez intéressant et qui s'est amplifié, c'est ce qu'on appelle la phobo, la peur de devenir obsolète. Donc, il faut aussi lutter contre ça pour faire en sorte que les utilisateurs comprennent que ce ne sont que des outils qui ne sont pas là pour les remplacer, mais pour les aider finalement dans leur pratique. Il y a aussi la prolifération des fake news, évidemment, et puis d'autres choses comme les niveaux de responsabilité. Aujourd'hui, qui est responsable? Est-ce que c'est le médecin en cas d'erreur ou est-ce que c'est l'éditeur de la solution? Donc il y a beaucoup de questionnements sur ça, ou le consentement du patient. Est-ce qu'il faut avertir le patient qu'on a utilisé une solution d'IA pour l'aider dans le diagnostic, ou la formation aussi tout simplement des professionnels de santé. Merci Rémi pour ce panorama des usages possibles ou des champs d'usage possibles en tout cas de l'IA dans la santé numérique. Et on voit vraiment aujourd'hui que aucun champ finalement n'échappe à l'intelligence artificielle. Aucun ne sait exactement jusqu'à quel point il va être transformé, mais en tout cas, aucun n'y échappe. Virginie Gervais, je me tourne vers vous. Philips, grand industriel mondial, connu de tous, notamment dans le secteur de la santé. On peut peut-être là aussi rappeler la diversité d'équipements que produit Philips en matière de santé. Oui, aujourd'hui, Philips est vous l'avez rappelé, un acteur mondial qui a pris une orientation maintenant depuis une décennie de uniquement se focaliser sur le business de la santé, et on touche tous les domaines d'application qu'on trouve à l'hôpital, que ce soit toutes les spécialités cliniques, que ce soit la cardiologie, la radiologie, le monitorage patient, et on développe tous les produits qui sont nécessaires pour apposer des diagnostics et traiter les patients. Aujourd'hui, Philips, vous l'avez dit, c'est un acteur mondial, mais aussi avec une prégnance en France extrêmement forte, notamment l'année dernière avec l'ouverture d'un nouveau centre de l'innovation en France, à Paris, qui s'appelle le HIP, qui veut dire le Health Tech Innovation Paris, où là, en fait, on a 300 ingénieurs qui travaillent tous les jours pour développer de l'innovation en santé numérique sur trois sujets majeurs que sont liés à la data, que sont l'interopérabilité des données, la cybersécurité et l'intelligence artificielle appliquée aux différentes lignes de produits, par exemple l'IRM, l'échographie, etc. 300 ingénieurs, et je lisais aujourd'hui que sur
1,8 milliard, vous allez me corriger si mes chiffres ne sont pas bons, sur 1,8 milliard que vous dépensez en recherche et développement, en R&D, 1 milliard est dédié à l'IA. Ça semble gigantesque. Je ne sais pas si c'est gigantesque en fait. Ce qui est gigantesque peut-être c'est les 1,8 milliard, puisque c'est le budget de R&D de l'entreprise que je représente. Et le pourcentage en intelligence artificielle, finalement, c'est juste le reflet de l'introduction qu'on a eue par Rémi juste avant. L'intelligence artificielle est partie prenante de tous les développements qu'on a en technologie aujourd'hui et d'innovation qu'on développe. Donc c'est assez logique finalement. Alors justement, sur ces 300 personnes qui travaillent à la recherche, qui travaillent au développement de nouveaux produits, de nouveaux appareils, de nouveaux équipements chez Philips, l'intelligence artificielle, elle leur permet de faire quoi concrètement? C'est quoi vos grandes pistes de recherche? Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, en fait, il y a plusieurs pistes, mais je pense que ce qui est intéressant peut-être ce soir, c'est que je partage quelques exemples. L'intelligence artificielle, par exemple, ça permet de gagner du temps. Gagner du temps, ça veut dire... qu'est-ce que ça veut dire gagner du temps? Ça veut dire être capable d'apposer un diagnostic à un patient de façon beaucoup plus rapide. Et quand on appose un diagnostic de façon beaucoup plus rapide à un patient, ça veut dire qu'on augmente ses chances de guérison. Parce que l'urgence, c'est le temps quand on est malade. Et aujourd'hui, en fait, par exemple, on a développé des solutions qu'on appelle de diagnostic intégré. Le diagnostic intégré, c'est une plateforme où en fait est déversé dans un unique endroit tous les examens qu'un patient va faire, par exemple en cas d'insuspicion de cancer, où vous allez avoir ces résultats des examens de biologie, de radiologie, d'anapathologie, etc. Et en fait, dans les réunions pluridisciplinaires des médecins, je pense que tu vas en parler juste après moi, la complexité que ça peut avoir de réunir le corps médical autour d'un patient et d'un dossier pour vraiment définir quel va être le plan de traitement de ce patient, c'est pas si simple que ça. Et de pouvoir réunir toutes les données sur une unique plateforme, ça permet, de gagner du temps, de réunir les gens, et 3, en fait, de considérer une nouvelle vision du développement de la technologie, parce que vous avez toutes les données qui traitent d'un patient à un même endroit, et donc là, si on commence à réutiliser la dynamique qu'on a toujours de développement de nouveaux produits avec de l'intelligence artificielle, en fait émerge encore de l'innovation avec de la fusion d'images, avec de la corrélation de données de patients qu'on a depuis maintenant des décennies dans nos systèmes, etc., et qui nous permettent de développer de l'innovation. Et pour aller dans l'exemple concret que vous nous dites sur cette réunion pluridisciplinaire, pour aller jusqu'à quelle fin? On sait aujourd'hui que sur l'analyse de clichés, par exemple, scanner, radio ou autre, on a des performances extrêmement fortes avec l'IA, et selon certaines études, on a des performances, on va dire, équivalentes à celles d'un œil humain. Est-ce que pour vous, l'avenir est, pourquoi pas, une IA sur ces réunions interdisciplinaires capable finalement de prendre en compte la diversité de typologies d'examens que vous nous avez cités et de donner aussi diagnostic, un protocole à suivre, comme le donneraient des médecins humains ou une équipe humaine? Alors la question que j'entends derrière votre question, c'est est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer les médecins? Donc la réponse est non. La réponse est non. Et l'intelligence artificielle aujourd'hui est le compagnon de jeu des médecins. Et on ne peut plus travailler sans intelligence artificielle dans son quotidien. Et justement, travailler avec les outils d'intelligence artificielle permet d'être plus efficace, plus rapide, de traiter plus rapidement les patients et de sauver des vies à la fin. Et c'est juste ça, enfin c'est pas juste ça, parce que c'est beaucoup de choses, mais je peux vous donner un autre exemple pour expliquer comment l'intelligence artificielle ne va pas remplacer le médecin, mais à quel point c'est bénéfique pour les patients. Un exemple que j'aime souvent à dire, c'est en IRM, par exemple. Il y a quelques années, quand on passait un examen d'IRM, pour un examen d'IRM mammaire, donc cas de suspicion cancer du sein, un examen prenait entre 15 et 20 minutes. C'est énorme, 15-20 minutes. Vous imaginez, vous êtes dans un système énorme qui fait un bruit d'enfer. Enfin, c'est pas très agréable. Et c'est extrêmement long. Enfin, c'était extrêmement long. Grâce à l'intelligence artificielle, on a été capable d'accélérer l'acquisition du signal, du traitement de l'image, etc. Et donc, à la fin, en fait, cette accélération, elle est telle qu'il
il y a encore 10 ans, on pouvait passer 3-4 patients sur une plage horaire d'1 heure. Aujourd'hui, on peut en passer une toutes les 10 minutes. Donc, on a considérablement augmenté la productivité qu'on est capable de faire avec un équipement. Et donc, où est-ce que je veux en venir ? Ce que je veux en venir, c'est qu'à la fin, grâce à l'intelligence artificielle, on a fait plus d'examens, on a couvert un besoin de la population grandissant. Et à la fin, c'est le radiologue qui appose le diagnostic, qui a plus de temps avec son patient pour informer ou pas informer en fonction des résultats de l'examen. Mais en fait, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est l'IA contribue, c'est mon compagnon de jeu, et en même temps, je peux voir plus de patients et traiter plus de cas. Sophie Hélène, évidemment, je vous ai vu tiquer tout à l'heure quand je posais cette question sur l'intelligence artificielle, la capacité de diagnostic aujourd'hui, parce qu'on a des images de plus en plus fines, une intelligence artificielle, notamment en termes de clichés, et c'est votre métier, qui analyse de plus en plus finement les choses, et dont on pourrait dire demain, là où il n'y a pas de radiologue, écoutez, on aura au moins d'intelligence artificielle. Ce qui m'a fait tiquer, c'est votre question sur les RCP, parce qu'en général, quand il y a une RCP, c'est parce que c'est les cas qui sont les plus complexes, qu'on décide de voir avec d'autres spécialistes, par exemple les médecins internistes ou les chirurgiens thoraciques, etc. Et on prend une décision tous ensemble. Si c'était simple et que ça pouvait être résolu par un seul médecin, on ne ferait pas de RCP. Donc en général, quand on fait une RCP, c'est vraiment pour discuter des images, est-ce qu'il y a vraiment une aggravation ou pas, et aussi pour discuter de la prise en charge, parce que ce n'est pas les radiologues qui décident de la prise en charge des patients, c'est les médecins internistes qui les suivent, qui ont les symptômes et qui ont les images. Et c'est grâce à la corrélation clinique et imagerie que l'on décide de la prise en charge. Sur l'IA et la manière dont on effectue aujourd'hui des radios et dont on lit des radios, est-ce que vous, dont c'est le métier au quotidien, vous diriez là qu'on est sur une véritable révolution maintenant pour vous qui l'utilisez tous les jours ? Personnellement, je le vois pour mes gardes, par exemple. Avant, j'avais souvent des urgentistes qui nous appelaient pour nous dire « j'ai un doute sur une fracture, est-ce que tu peux me confirmer ou m'infirmer ?» Là, maintenant, ils ne nous appellent plus du tout pour ça parce qu'ils ont un logiciel aux urgences qui leur permet de trier s'il y a une fracture ou pas. Alors, parfois, il y a des fractures qui ne sont pas du tout décelables à la radio. Et donc, dans ce cas-là, quand il y a un doute, parce que le patient a très très mal à un endroit mais qu'on ne voit pas de fracture, eh bien, on va aller faire un examen complémentaire, donc un scanner. Et donc, oui, je vois que ça change la pratique quotidienne pour les médecins urgentistes, par exemple. Mais nous aussi, au quotidien, par exemple, moi, je suis en imagerie thoracique. Donc, je fais beaucoup de scanners du poumon, beaucoup de dépistages du cancer du poumon. Et on travaille avec un algorithme d'IA qui permet la détection des nodules pulmonaires. On a 2 logiciels d'IA. On a un logiciel d'IA qui nous dit simplement la taille et la localisation du nodule. Et on a un autre logiciel d'IA qui a une dimension supplémentaire dans le sens où il nous grade le degré de suspicion. Est-ce que cette lésion qu'on voit dans le poumon, elle est plutôt bénigne ou est-ce qu'elle est plutôt maligne ? Donc, ces 2 algorithmes-là sont complémentaires. C'est-à-dire que, et parfois en plus, le premier algorithme, par exemple, va avoir des nodules, le deuxième algorithme va avoir d'autres nodules. Et nous, on passe par derrière. Donc, l'IA, en fait, pour moi, c'est le filet de sécurité. C'est-à-dire que moi, je fais mon examen, je regarde. Le but, c'est de chercher un cancer, dans le cas de la recherche de nodules pulmonaires chez un patient fumeur. Et grâce à l'IA, en fait, je suis rassurée quand je fais mon examen. Parce que je me dis, bon, moi j'ai vu des choses, l'IA elle a vu ça. Parfois, il y a des petites choses qui ne sont pas du tout importantes, mais au moins, je suis sûre que j'ai tout balayé. Donc pour moi, c'est rassurant, c'est une ceinture de sécurité. Mais à terme, horizon 5 ans, 10 ans, 15 ans ? Eh bien, peut-être que l'IA nous permettra justement, comme le disait Virginie, d'aller plus vite et de nous focaliser sur les cas plus difficiles, qui sont les cas les plus importants, parce que les cas de la vie de tous les jours, par exemple, je ne sais pas, à chercher des nodules dans le poumon, en soi, je pense que tout le monde dans la salle, avec un peu de formation, est capable de le faire, et ça ne requiert pas une expertise de 11 ans d'études. Par contre, un patient qui a une maladie complexe, je pense aux pneumopathies interstitielles, où la sémiologie radiologique est très fine, ça ne se résume pas à un point blanc dans un poumon, ça se résume à d'autres signes. Et bien là, par exemple, je pense qu'il y a besoin d'une expertise supplémentaire et donc d'avoir un certain niveau de compétence et de connaissance. Et du coup, je pense que l'IA va nous permettre de nous focaliser sur les cas les plus intéressants et les plus difficiles et d'aller plus vite sur les cas qui sont, je vais dire, de routine, un peu plus banales. Virginie Gervais, je rebondis sur ce que nous dit Anne-Sophie, c'est sur un nodule ou sur des choses plus banales, plus simples. Après tout, l'IA a fait le job. On est là dans une table ronde sur la notion de d'IA et territoire. Et notamment, je pense à des territoires tendus en matière de spécialistes, de médecins ou de moyens de santé. Est-ce que vous travaillez justement à des solutions
qui permettrait, avec de l'IA, pas de l'IA, un téléradiologue ou autre, justement, de mieux irriguer certains territoires en matière de santé? Oui, tout à fait, ça fait partie de notre feuille de route, clairement. Et pour aller un peu plus loin que cette réponse où j'affirme vos propos, un des exemples que je peux partager avec vous, c'est qu'on a développé par exemple une technologie qui s'appelle Collaboration Live et qui permet à un établissement de santé isolé qui a un scanner et qui potentiellement ne sait pas forcément l'utiliser de façon optimisée parce que c'est une nouvelle équipe de manipulateurs radio qui arrive, etc. Enfin, peu importe le scénario, en fait, grâce à Collaboration Live, un autre établissement de plus grande envergure peut prendre la main à distance et lancer elle-même l'examen nécessaire en urgence, etc. Et donc, du coup, supporter l'établissement qui est isolé. Et donc là, clairement, on réduit le maillage et finalement, on crée une proximité. Et vous parlez aussi de personnel, l'attention du personnel, etc. Et c'est vrai que la qualité de vie au travail, c'est aussi un sujet pour nous. La qualité de travail des médecins, mais aussi de tout le staff paramédical. Et un autre exemple intéressant, c'est par exemple au CHU de Rennes, on a développé un partenariat en monitorage patients dans les lits de réanimation néonate sur une meilleure gestion des alarmes. Parce que quand vous vous baladez dans un... Ça sonne de partout, ça sonne de partout. Et donc, du coup, ça sonne tellement que vous ne vous déplacez pas et vous n'allez pas voir les patients. Je donne souvent cet exemple-là pour ceux qui n'ont jamais été dans un service de réa. C'est un peu comme quelqu'un qui habite en province, par exemple, voilà, et qui vient à Paris pour faire ses études. En fait, imaginons, il a un studio à côté du métro aérien. Au début, il va tout le temps entendre le métro aérien. Mais 2-3 mois après, il n'entendra plus le métro aérien. L'oreille va filtrer. Et l'alarme qui sonne sur des appareils de monitorage, c'est la même chose. Et en fait, cet exemple-là que je vous donne, c'est être capable, grâce à l'intelligence artificielle, à faire sonner la bonne alarme au bon moment pour s'assurer que la responsable, l'infirmière en chef à telle heure, arrive au chevet du patient au bon moment. Et pas quand ça sera trop tard. Je reviens sur ce que vous nous disiez auparavant. C'est vrai qu'en termes d'IA, on a souvent eu un regard de performance, la capacité de l'IA à réaliser des clichés de plus en plus précis, la capacité à lire des clichés de plus en plus précis. Là, vous nous donnez un autre usage auquel on ne pense pas forcément, qui est la capacité à aider des manipulateurs. Pas aider le radiologue, mais aider le manipulateur. Donc, amener des appareils plus performants sur des territoires où on n'a pas forcément les radiologues pour s'en occuper. C'est bien cela ? Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Comment j'assiste, grâce à des outils type Collaboration Live, un établissement qui est retiré sur le territoire. Ouais. Voilà, même question, j'en perds mes fiches. Est-ce que demain, c'est une menace pour les radiologues ? Comment est-ce que vous, en tant que radiologue, vous recevez aussi cette possibilité qui, pour des territoires en tension, oui, pouvoir installer un IRM, un scanner ou un appareil à très forte valeur ajoutée, c'est important, quitte à ne pas avoir de radiologue sur place. C'est vrai qu'on a un problème de démographie médicale en France et qu'il faut trouver des solutions et que malheureusement, là, dans les prochaines années, on n'aura pas assez de radiologues, pas assez de médecins tout simplement pour pallier à ces déserts médicaux. Et donc oui, pour moi, c'est une super avancée, une super innovation qui va nous permettre de pallier ce manque de médecins et justement, avec la téléradiologie, de bosser en complémentarité, de pouvoir bosser de n'importe où pour pouvoir interpréter des images qui sont faites de façon qualitative grâce au contrôle de l'IA, parce que c'est vrai que la formation des manipulateurs radio ou les images qui sont réalisées parfois, elles sont bien ou pas bien, et si on n'est pas derrière le manipulateur radio pour lui dire est-ce que tu peux refaire les images, et en fait c'est raté, donc on a fait un examen dans le vent. Donc c'est pour ça que je pense que c'est nécessaire même d'avoir cet outil d'intelligence artificielle qui va pouvoir guider le manipulateur radio et lui dire s'il doit ou non refaire ses images parce que le patient a respiré, parce que le patient a bougé, parce qu'il y a une boucle d'oreille qui est restée, etc. Et là, on remodifie, on redessine la géographie de nos territoires et de leurs possibilités. Autre usage territorial, entre guillemets, j'ai envie de dire, de l'IA, parce que là, pour le coup, ça se passe vraiment sur notre territoire, à quelques pas de cette salle, l'apport de l'IA pour la recherche médicale. Jimmy Lodi-Gabel, je rappelle que vous êtes chargé de recherche au laboratoire Pierre Fabre, et vous abordez un autre aspect
que permet l'IA, qui est la question des données synthétiques. Alors on va faire un peu de pédagogie peut-être dans cette salle, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant des dernières nouveautés de l'IA. C'est quoi tout d'abord des données synthétiques ? Alors, des données synthétiques, ça va être en fait un jeu de données généré par intelligence artificielle dont le but va être vraiment de reproduire, sans juste les copier, toutes les propriétés d'un jeu de données réel. C'est-à-dire qu'on fait des avatars ? Entre autres, notamment, oui. Notamment, si on prend, nous, l'exemple qu'on utilise, c'est dans le cadre des études cliniques. On mène des études cliniques donc, à l'Hôtel-Dieu, donc à Toulouse, et on va, après avoir généré notre base de données qui aura été acquise en conditions réelles lors de cette étude sur de véritables volontaires, et l'objectif, avec des données synthétiques, c'est de recréer un jeu de données qui ne correspondent pas à des personnes réelles et potentiellement identifiables, mais qui, quand même, a exactement les mêmes propriétés que le jeu initial. Les mêmes catégories d'âge, les mêmes types de peau, les mêmes réactions à tel ou tel traitement, exactement les mêmes choses. Alors là, on rentre dans un domaine qui est fascinant. On fabrique des jumeaux numériques, des personnes synthétiques, voire même des cohortes aujourd'hui de patients totalement synthétiques. Et on va pouvoir jouer sur l'âge, le poids, les faire vieillir plus vite, voir quel effet tel médicament aura dessus. J'arrive à comprendre ça d'un point de vue, on va dire, conceptuel. Pourquoi pas imaginer un jeu de données où je fais bouger un petit peu les curseurs. Mais lorsque je vous ai demandé mais sur quoi vous les utilisez comme expérience ces données synthétiques, vous m'avez dit pour l'instant on a une expérience sur les brûlures. Alors là c'est très surprenant parce que ça veut dire quoi avoir une expérience sur la brûlure? Je l'accélère, je brûle plus vite, tout ça. Je commence que de manière pour le coup pas sur un patient, c'est facile de tester un médicament, une pommade et de voir comment, je ne sais pas, la peau se régénère. Mais alors dans du synthétique et du virtuel, ça veut dire quoi? Alors là, pour le cas concret en fait, sur lequel on a décidé de tester justement cette nouvelle technologie, cette génération de données synthétiques, c'était en effet une étude, alors pas sur les brûlures, sur la cicatrisation de manière plus générale. Et on est arrivé à une problématique assez simple qui arrive régulièrement lors de d'études cliniques, c'est qu'on s'était fixé une cible de recrutement. Et recrutement de patients, voilà, de recrutement de patients réels, justement, avec un certain nombre de cicatrices, dont des cicatrices de brûlure. Et à la fin du temps qu'on s'était donné pour faire l'étude, on n'a pas réussi à remplir le quota de sujets. On n'a pas tout recruté. Donc là, il se pose toujours la question, soit on prolonge l'étude, soit on ouvre des centres supplémentaires. Et on a donc cette troisième corde à notre arc qui pourrait peut-être être utilisé, c'est de générer des données synthétiques pour augmenter la cohorte et véritablement pouvoir atteindre le recrutement initial et renforcer les conclusions de l'étude qui pourraient être insuffisantes du coup, vu qu'on se base à la base sur un panel réduit. Mais juste pour nous permettre de comprendre de manière très concrète, quand vous dites on va générer des données synthétiques de cicatrices, il y a un écran, on redessine une cicatrice dessus, c'est de la 3D, c'est quoi de manière concrète? Alors, on n'est pas encore, nous on ne travaille pas encore sur des données visuelles d'imagerie. Nous on est actuellement sur des données cliniques avec des annotations, des mesures numériques qui ont été faites, et on va recréer en effet des cicatrices qui vont correspondre à peu près à ce qu'on avait initialement, mais pas exactement. Mais du coup, en effet, l'aboutissement de tout ça, ce qui pourrait être intéressant, c'est vraiment de reproduire en effet un cas qui n'a pas été vu exactement lors de l'étude clinique. Par exemple, si on a vu des cicatrices entre, je vais dire des chiffres au hasard, entre 2 et 5 cm² qui ont été vus dans toute l'étude, on a vu peut-être personne avec une cicatrice de 3,5 cm², on va pouvoir, si on a suffisamment de données, simuler ce type de cicatrice et pouvoir donc du coup prédire quel aura été l'effet, l'évolution de cette cicatrice avec traitement et avec un traitement justement approprié par exemple pour pouvoir le comparer et donc pouvoir augmenter le jeu de données initial pour justement
essayer de retrouver ces trous dans la raquette qu'on avait initialement, par exemple. Et vous le dites très justement, on va pouvoir, si on a suffisamment de données. Et c'est là le nerf de la guerre dans votre histoire, c'est que aller rechercher de la donnée, aujourd'hui, c'est complexe. En quoi c'est complexe ? Alors, on sait qu'en effet, la donnée, c'est vraiment le nerf de la guerre en IA. Hein. On a déjà une certaine expérience en IA sur des données, sur des thématiques d'analyse d'image. On sait qu'il faut des pools de données initiales pour entraîner les algorithmes, pour les rendre efficaces et pertinents. Et c'est vrai que dans le cadre d'une étude clinique, en tout cas dans les études cliniques qu'on mène, nous, on n'est pas sur des cohortes qui sont vraiment énormes. On était là sur une 60aine de sujets sur l'étude que je mentionnais tout à l'heure. Et donc là, du coup, toute la question est de savoir, est-ce qu'on arrive à créer quand même des algorithmes qui soient robustes et fiables en partant de données sources parcimonieuses, justement. Et ça, justement, c'est tout un travail qu'on est en train de mener, d'essayer de voir jusqu'à quelle limite on peut se permettre d'augmenter des cohortes. Et si on a trop de données, si on n'a pas assez de données, par contre, au début, à quel moment on ne va pas modifier les conclusions qu'on aurait pu avoir. Donc justement, il y a tout ce travail qu'on est en train de faire, d'avoir justement des données en quantité suffisante. Et en effet, vous disiez des données fiables et utilisables. Aujourd'hui, ça c'est une autre problématique qui est importante, c'est d'avoir des données. On en a beaucoup. Nous, du coup, au centre de recherche clinique, on en a accumulé depuis plus de 20 ans un certain nombre de données. Par contre, des données qui soient vraiment structurées et exploitables en l'état pour vraiment entraîner des algorithmes et faire des choses avec, ça réduit fortement la pile. Et c'est là, si j'ai bien compris, que vous intervenez justement, Sylvain Dalmas, avec votre société Alia Santé qui est à Toulouse. Vous confirmez l'étape de collecte de données. Aujourd'hui, c'est l'étape non seulement la plus délicate, celle qui peut mettre un projet vraiment en péril, et on ne s'en rend pas compte, mais celle qui prend le plus de temps, plus que le projet lui-même. Partie du coup du temps du projet, mais effectivement, c'est une répartition 80-20. Pardon. Donc, c'est effectivement une grande... 80-20, c'est-à-dire 80% de quoi, 20% de quoi ? 80% du temps sur la partie collecte, structuration et data visualisation de la donnée, et 20% sur le travail sur l'algorithme, du coup. Et ça, c'est une problématique que j'ai rencontrée vous disiez tout à l'heure, j'ai cofondé 3 sociétés en intelligence artificielle. Sur les 3 sociétés, on a toujours démarré avec des problématiques d'accès à la donnée. Donc, sur Alia Santé, on a pris le problème au bras-le-corps parce qu'on a commencé à faire de l'analytique sur notre développement et on s'est rendu compte que 80% des projets qu'on mettait en place avec des biotech et des medtech n'aboutissaient pas à cause de l'accès aux données. Accès et aussi qualité de la donnée. Ça, c'est un paramètre très important. Et on a regardé à l'échelle mondiale et en fait, on s'est aperçu que 85% des projets d'intelligence artificielle n'aboutissaient pas à cause de la donnée. Donc, c'est une notion centrale dans la réussite du projet d'intelligence artificielle. Il y a d'autres choses après sur l'usage qui est très intéressant, mais cette problématique-là, elle est responsable du ralentissement, du frein très important de l'essor de l'intelligence artificielle en santé. Et c'est pour ça, notamment, je voyais sur la présentation, que l'IA est beaucoup utilisée en recherche. Je crois que c'est 70% des modèles en recherche ne sont pas utilisés dans des cas d'industrialisation. C'est parce qu'en fait, on n'a pas la donnée qui permet de bien entraîner le modèle pour avoir des performances suffisantes. Donc, non, je vous interromps parce que je me dis, depuis le début de cette table ronde, on parle de la donnée, sans peut-être avoir défini ce qu'est la donnée. Et l'une de vos spécificités dans votre société, c'est votre capacité à aller rechercher et agréger des types de données des fois très différents. Alors pour donner des exemples concrets justement de ce que ça veut dire, c'est quoi les données que vous allez chercher et que vous cherchez à réunir via un algorithme ? Ça, c'est justement, je dirais, ça reprend des notions qui ont été abordées sur le fait que pourquoi il y a autant de projets en intelligence artificielle dans le domaine de l'innovation, mais c'est parce qu'en fait, ça apporte de nouvelles réponses. Et ces nouvelles réponses, c'est un niveau de complexité plus important où on ne va pas juste analyser les données cliniques
et avoir des découvertes, mais on va croiser des données cliniques, de l'imagerie, de la donnée génomique, omique, et là, on va faire une nouvelle découverte. Donc en fait, ce qu'on a décelé au fur et à mesure des années, c'était que dans le croisement de données, il y avait des informations très importantes à faire ressortir, et c'est potentiellement là qu'on apporte le plus de valeur ajoutée pour le professionnel de santé. Donc vous êtes capable de croiser aujourd'hui des données, des clichés, de l'image, vous êtes capable de croiser des données génomiques, donc issues du génome derrière, vous êtes capable de croiser tout cela avec du poids, de l'âge, et là-dedans, vous allez analyser quels sont les paramètres les plus importants pour votre algorithme, si j'ai bien compris. Alors, si on se focalise sur les algorithmes de génération de données synthétiques, et je tiens à féliciter les équipes de recherche de Alia Santé pour les prouesses technologiques qu'ils ont réussi à faire. Aujourd'hui, on a développé des réseaux de neurones qui sont capables de faire de la génération de données, non pas seulement sur la donnée tabulaire, ce qui est très mature sur l'état de l'art international, mais on a été financé par l'Union européenne pour faire de la génération de données sur les images, les données tabulaires, je me répète, mais aussi sur les time series, les séries temporelles. Et ça, c'est-à-dire ? Alors, série temporelle, c'est on va dire, de l'identification d'un paramètre. Donc, par exemple, la fréquence cardiaque, on le fait varier dans le temps. Donc là, on a une visualisation de là, c'est monté. Bah oui, j'ai couru. Ok. Donc j'arrive à déceler qu'il s'est passé cette chose-là parce que dans le temps, ce paramètre-là a varié. Donc c'est ce type de données. On travaille aujourd'hui, comme on a très bien avancé et on a un très bon niveau de maturité sur ces réseaux de neurones de génération, on avance aujourd'hui sur de la recherche sur les données génomiques. Donc là, c'est un palier supplémentaire sur lequel il y a une intervention humaine de validation qui est très importante. Et aujourd'hui, on est aussi proche de réussir à faire de la génération de données sur de l'audio. Et ça veut dire qu'à partir de l'ensemble de ces données que vous recueillez, que vous analysez, dans lesquelles vous extrayez les facteurs qui peuvent être bougés ou ceux qui vous semblent importants, vous êtes capable de quoi derrière ? Vous refaites un avatar humain, un faux homme, ou vous allez refaire juste, je ne sais pas, un bras où il y a une cicatrice, ou juste un élément de cicatrice, que l'on arrive à bien comprendre concrètement comment ça fonctionne. Oui. C'est vrai que en fait, dans l'inconscient collectif, quand on parle de génération de données synthétiques et de données synthétiques, on pense faussement à de la simulation. Attention, en fait, c'est pas la même chose. Quand on fait de la génération de données synthétiques, on prend une base de données, on regarde l'ensemble du champ statistique de cette base de données et on se dit c'est pas suffisant pour pouvoir avoir des conclusions. Et en fait, quand on utilise la donnée synthétique, il y a deux apports considérables. Le premier, c'est que toute la donnée personnelle des patients, elle est anonymisée. Et le deuxième, c'est qu'on va augmenter le champ statistique. Donc c'est une technologie qui peut être utilisée et qui est utilisée sur des projets pour détecter des biais, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'on va augmenter statistiquement cette information et donc ça sera plus facilement perceptible. Donc ça permet surtout d'augmenter, si je puis dire, des signaux faibles dans des bases de données, permettant par la suite de pouvoir être certain de ces découvertes, même si initialement il y a eu peu de données réelles collectées sur la situation en question. Jimil Digabel, on voit vraiment toute à la fois le côté fascinant quand même de ces données synthétiques, et vous nous avez bien expliqué aussi l'intérêt pour vous en termes de laboratoire. On n'a plus aujourd'hui forcément des cohortes de patients pour aller faire de la recherche. On a besoin de trouver une solution qui soit alternative. Aujourd'hui, où en êtes-vous de vos projets de recherche ? C'est-à-dire à partir des données vérifier, travailler dans tous les sens que vous donne Sylvain. Est-ce que vous arrivez à reproduire, par exemple, parce que c'était l'objet de votre recherche, une cicatrice, une blessure et l'action, je veux dire, d'une pommade, d'un médicament, d'une molécule sur cette blessure ? Alors aujourd'hui, on s'est mis sur ce cas d'usage pour justement tester l'intérêt des algorithmes développés par Alia Santé. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, si on regarde aujourd'hui avec les quantités de données qu'on avait au niveau macro global, on arrive à reproduire le champ statistique, comme le disait Sylvain, justement, toute la dynamique globale de la population.
Par contre, si on veut aller dans un petit peu le Graal dont on parlait tout à l'heure, d'aller vraiment simuler individuellement chaque sujet virtuel à l'intérieur de ce champ, là, je pense que c'est quand même des algorithmes qui demandent quand même initialement des quantités de données plus importantes. Autre projet, je me tourne vers Virginie Gervais, autre projet qui repose sur la donnée, lui aussi, qui vient des territoires. C'est une autre utilisation de l'IA, qui est le développement d'une médecine, cette fois-ci, préventive. Donc on ne simule pas, on essaie de faire de la médecine préventive, on rentre dans un autre champ. Vous développez avec Philips et les CHU de Bordeaux, Dijon, l'université de Maastricht, un projet autour de l'AVC cardio-embolique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, c'est un de mes exemples préférés, alors je suis contente de pouvoir le partager avec vous. En fait, on a monté un consortium dans lequel on s'est engagé à travailler, donc en effet avec Bordeaux et Dijon. Le sujet, c'est l'AVC, c'est une grande cause de mortalité. Quand l'AVC est dit cardio-embolique, les conséquences sont dramatiques. Et au-delà des conséquences dramatiques, c'est extrêmement coûteux pour le système. Donc l'idée, c'est grâce à en fait, Philips a fait l'acquisition d'une entreprise start-up qui s'appelle Cardiologs il y a quelques années. Et en fait, c'est une technologie qui est capable d'analyser la courbe ECG avec adossée avec de l'intelligence artificielle, qui est capable de simplifier aussi les examens. En fait, l'idée du consortium, c'est de se dire, je capte la courbe de mon patient et je peux apposer un diagnostic. Ça, c'est ce qu'on fait tous les jours. Avec ce projet-là, l'idée, c'est de se dire, grâce à cette courbe où j'ai apposé un diagnostic, je vais aller détecter des choses en calculant des sortes de scoring, des potentielles choses qui peuvent arriver chez le patient plus tard, comme un probable AVC dit cardio-embolique. Et en fait, qu'est-ce que ça change ? Ça change la prise en charge du patient. C'est-à-dire que quand vous allez voir le cardiologue, il regarde votre ECG, il voit que vous êtes un peu fatigué, enfin, il voit rien. Il voit que tout va bien, donc il vous dit reposez-vous, ça va aller. Grâce à l'intelligence artificielle, grâce à ce projet-là, en fait, demain, quand vous allez aller voir le cardiologue, il va vous regarder en disant en fait, vous avez un scoring, ça, et à cause de ces éléments-là, en fait, on peut prédire que potentiellement, vous êtes sujet à avoir un AVC de type cardio-embolique. Ça veut dire qu'en fait, le patient il va rentrer dans une file active de suivi complètement différente de celle pour laquelle il est suivi aujourd'hui, en fait. Et ça, c'est vraiment l'avenir. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que toutes les technologies qu'on développe aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, en fait, on réfléchit toujours à OK, on doit rendre un service qui est aider le médecin à apposer un diagnostic, mais comment on l'aide à aller même encore plus loin et à aller voir des choses qu'on n'avait pas demandé de voir et à calculer des choses qu'on n'avait pas demandé de calculer. Et notamment donc, de faire de la prédiction potentielle de maladies à venir. Et prédiction égale prévention, et prévention, c'est aussi apporter des outils de soins dans tous les territoires, puisqu'à partir du moment où on fait de la prévention, on limite les besoins d'hospitalisation et on peut adresser une population beaucoup plus importante. Autre outil avec vous, Robin, et on voit là, l'usage, mais complètement dans 360 degrés que permet l'IA aujourd'hui. Là, c'est pas un outil de détection, c'est pas un outil de recherche ou de données scientifiques, c'est pas un outil pour amener des possibilités de prévention ailleurs, c'est un outil pour amener de la connaissance à l'ensemble des médecins, je veux dire du monde entier d'ailleurs, quasiment, où qu'ils se trouvent. Et j'ai souvenir d'une étude qui est assez récente et qui posait les questions aux médecins. Quelles sont les raisons qui font que vous n'avez pas envie de vous installer dans des secteurs en tension de santé ? Et l'un des facteurs de refus des installations était la peur d'être loin d'un CHU et la peur d'être loin de la recherche, de la connaissance derrière, de s'en éloigner. Certainement psychologique à l'idée d'Internet, n'empêche que c'est une réalité et c'est un facteur qu'il cite. Et aujourd'hui, vous avez
imaginer une solution qui apporte la connaissance aux médecins là où ils se trouvent. Alors expliquez-nous ce que c'est. Absolument, l'idée c'est d'amener la recherche scientifique aux professionnels de santé, aux organisations de santé et plus l'inverse. JUSI, c'est la contraction de jus de science ou Juice of Science en bon français. Et c'est ça la promesse, délivrer un jus de science quotidien à la communauté médicale pour les aider à rester à jour. Ce jus de science, il se veut à la fois fiable, actualisé et recommandé pour vraiment que ça soit le plus efficace possible. Et pour cela, on utilise un certain nombre de choses. Alors, les deux observations de départ, c'est que la recherche scientifique évolue de plus en plus vite. La pandémie de Covid a été un catalyseur, mais ça continue d'évoluer à une vitesse folle. L'autre constat, c'est que accéder à cette recherche scientifique, c'est encore difficile. Il y a des agrégateurs et des plateformes comme PubMed ou Google Scholar qui permettent de chercher les publications, mais qui sont souvent décrites comme peu adaptées aux besoins des professionnels de santé qui sont extrêmement occupés et qui ne peuvent pas passer des heures à chercher la bonne publication, la bonne étude clinique pour s'informer, se former, s'actualiser. Donc l'idée de JUSI, c'est d'associer trois choses. Une couverture exhaustive de contenu en santé. Aujourd'hui, on couvre 40 spécialités médicales en santé humaine. Et on a également ouvert la santé animale pour nos amis les chats, les chiens et les autres animaux. D'intégrer toutes les dernières technologies. On a commencé par entraîner des modèles de traitement de langage automatisés pour synthétiser, digérer automatiquement les publications, qui s'est traduit aujourd'hui en une pipeline qui permet d'automatiser de bout en bout la veille de la littérature scientifique sur n'importe quelle thématique, des épilepsies rares jusqu'à la myasthénie auto-immune, en passant par différents sujets en radiologie. Et là, ça fonctionne de la manière suivante, en agrégeant donc des contenus, des publications. Aujourd'hui, on est câblé à 4500 revues scientifiques. Ensuite, il y a un gros travail de filtre, de sélection, puisque ça a été dit, c'est difficile aujourd'hui de tomber sur le bon contenu. Et donc pour cela, on utilise une quinzaine de critères, qui sont des critères qui ne viennent pas de nous, mais de la communauté médicale internationale, pour filtrer, sélectionner. Et on communique de manière transparente là-dessus pour justement participer à la confiance sur le contenu qui est disséminé en bout de pipeline. Donc aujourd'hui, on va principalement s'intéresser aux contenus qui sont soumis à comité de lecture, qui sont peer-reviewed. On va également faire des sélections de contenu sur du préprint parce que la littérature grise est intéressante, mais on est prudent par rapport à ça. On va utiliser le facteur d'impact, qui est une note associée aux revues scientifiques, au H-index, un score associé aux auteurs. On va pondérer l'importance d'une publication en fonction du nombre de citations qu'elle peut recevoir tout au long de sa vie. Donc tout ça permet de faire remonter ce qui est censé être fiable et impactant. Ensuite, on va résumer l'ensemble de ces contenus. On va être capable également d'entremêler différentes publications pour faire des sortes de petites méta-analyses maison et délivrer un concentré. On va le traduire dans différentes langues parce que la recherche scientifique est d'abord accessible en anglais. Le fait de le traduire en français, en italien, en espagnol, en portugais, en arabe, ça permet une meilleure assimilation. Et puis enfin, on le disait, de recommander ces contenus en fonction des profils des utilisateurs, de leur profession jusqu'à leur spécialité médicale. Alors justement, aujourd'hui, combien d'utilisateurs et quel profil vient chercher l'utilisation de JUSI ? Aujourd'hui, on a 200 000 utilisateurs qui viennent de 60 pays. Il y en a un gros tiers qui sont basés en Europe, mais ce besoin, il existe partout dans le monde. Ce qu'on observe, c'est qu'aussi, on a une belle traction en termes de communauté dans des pays en voie de développement et qui n'ont pas forcément plus difficilement accès à l'éducation, à la connaissance médicale. Aujourd'hui, les congrès ils sont principalement dans les pays occidentaux. Et donc, c'est aussi notre mission de pouvoir démocratiser la recherche scientifique au plus grand nombre en se focalisant d'abord sur la communauté médicale, puisque les professionnels de santé sont les plus à même de pouvoir interpréter ce type de contenu. 200 000 utilisateurs, 60 pays. Est-ce qu'il y a des profils types qui ressortent ? Est-ce qu'il y a ce sont d'abord des spécialistes, ce sont éventuellement des généralistes, ce sont des étudiants ? Qui est-ce qui vient chercher cette connaissance ? Alors ça intéresse en effet beaucoup les étudiants et les internes. Par exemple, notre outil peut aider à explorer la littérature scientifique pour des projets de thèse, avec tout le travail bibliographique. Mais le corps de la communauté, c'est vraiment les spécialistes, les médecins généralistes. Et puis on a également des IPA, des pharmaciens, des vétérinaires, évidemment, qui s'intéressent à la littérature scientifique. Aujourd'hui, notre solution est utilisée, par exemple, au CHU de Dijon, pour animer des journal clubs au sein du CHU, et également pour créer un attrait par rapport à la littérature scientifique vis-à-vis de la plus jeune génération, puisque l'idée du produit, c'est véritablement d'arriver avec un Spotify du contenu fondé sur des preuves scientifiques.
quand on parle de littérature et de science de manière générale, c'est pas forcément scientifique, c'est ce qu'on veut démontrer. C'est également utilisé par des sociétés savantes. On travaille avec la Société française de radiologie ou la Société européenne de radiologie pour participer à leur mission de dissémination en continu des dernières connaissances basées sur leurs revues scientifiques, mais pas que. Et puis on travaille également avec un certain nombre de corporates, industriels, laboratoires pharmaceutiques, dispositifs médicaux, pour les aider à maintenir en interne les niveaux de connaissances, mais également pour externaliser ces informations qui sont fondées sur des preuves scientifiques. 60 pays, 200 000 utilisateurs, devenir un Spotify de la littérature médicale. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que quand on développe une solution d'IA, on est nativement international dès le départ? Je pense qu'il y a moins de barrières, en tout cas. C'est la beauté du numérique, c'est que ça peut s'appliquer dans le monde entier. Ce qui est toujours important dans la santé, c'est d'associer à la fois les dernières technologies, mais avec une expertise médicale, notamment en termes de compliance. Et c'est pour ça qu'en interne, on a une équipe médicale. Vraiment, notre vision, c'est d'associer les dernières technologies avec une expertise médicale humaine forte. Et donc, à travers l'ensemble de cette automatisation, on a un certain nombre de garde-fous et de supervision humaine qui nous permettent de garantir la fiabilité et la pertinence des contenus qui sont délivrés aux audiences et à la communauté. Oui, il n'y a pas de limite. Maintenant, il faut prendre en compte les réglementations ou la compliance qui peuvent s'appliquer dans telle ou telle région du monde. Il n'y a pas de limite. Sylvain Dalmas, vous avez obtenu le marquage CE pour vos algorithmes, ou vous cherchez à obtenir un marquage CE pour vos algorithmes. Vous me disiez, lorsqu'on préparait cette table ronde, la technique progresse à un rythme hallucinant, elle progresse extrêmement rapidement, et vous dites qu'il va falloir aller encore plus vite à l'avenir et que la France n'est pas forcément un marché mature. Est-ce que ça veut dire que nous, en France, ou est-ce que nous, en Europe, on n'est plus dans la course ? Non, c'est pas le fond du propos, pas du tout. Justement, je pense qu'on est un des pays qui a un vrai avenir en intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce qu'on a des talents et des vrais cerveaux qui nous sont piqués par les Américains, justement, en outre. Mais on a vraiment une formation en France qui est de qualité et qui nous permet d'avoir des vrais talents, qui permettent à des startups de la taille de Alia Santé d'avoir des profils qui sont capables de revoir des architectures et de développer des modèles qui n'ont pas été faits dans d'autres pays. Et la preuve est que Alia Santé a un avantage compétitif mondial avec ses réseaux de neurones pour faire la génération de données synthétiques, alors qu'on est en compétition contre des équipes aux États-Unis, en Inde, qui font des travaux assez colossaux et qui reçoivent des financements beaucoup plus importants. Parce que potentiellement, ce qui peut freiner l'avantage de la France sur le déploiement de l'intelligence artificielle, c'est les capacités d'investissement. Quand on voit les millions, et je pèse mes mots, qui sont dépensés aux États-Unis, il y a une course qui est en route, et potentiellement sur l'investissement, c'est là où on peut prendre du retard. Par contre, sur tout ce qui est réflexion scientifique et développement de modèles, on n'a pas à envier les autres pays. On a la matière grise, mais on n'a pas forcément les fonds toujours aussi importants pour la développer que peuvent avoir les États-Unis, mais il faut aussi citer d'autres pays, la Chine, l'Inde également, qui se positionnent très fortement sur l'IA. Virginie Gervais, j'ai envie de vous faire la même question. Pour vous qui avez basé un centre de développement international en France, aujourd'hui, on se situe comment dans cette course, en milieu de chemin, en chemin de tête, où on commence un petit peu à peiner et à souffrir derrière les autres ? Je pense que les arguments ont déjà été un peu donnés. En fait, c'était intéressant de vous entendre parce que la raison pour laquelle Philips a décidé d'ouvrir son centre de l'innovation en intelligence artificielle à Paris, c'est pour toutes les raisons que vous venez de citer, et elle aurait pu effectivement choisir, parce que c'est un centre pas français, c'est un centre international qui est basé à Paris. Et elle aurait pu choisir de s'implanter aux États-Unis ou en Inde, enfin n'importe où sur l'échelle du globe. Donc aujourd'hui, la France est extrêmement bien représentée, et il y a plein d'autres exemples qui le démontrent. Quand on va à la fin de la semaine, il va y avoir le RSNA, qui est le congrès mondial de la radiologie à Chicago, et quand vous allez dans l'espace où il y a toutes les startups en intelligence artificielle qui ont un stand, en fait, le pays le plus représenté, c'est la France. Donc,
on doit être fiers de nos ingénieurs et de tout ce qu'on est en train de développer dans notre pays. Et aujourd'hui, finalement, l'enjeu aussi, c'est... Au tout début, finalement, au début de cette table ronde, on a parlé de territoire, d'innovation. C'est comment, en fait, finalement, cette intelligence artificielle qui, aujourd'hui, est le driver numéro 1 de l'innovation, de la technologie, finalement. Et donc, à la fin, il faut toujours se rappeler du patient, hein, de nous, la meilleure prise en charge pour nous. Ben, en fait, c'est la réglementation de la mise du marché, la réglementation sur la mise du marché. Pardon, j'arrive pas à trouver mes mots. La mise du marché. Vous voulez pas m'aider? Réglementation sur le marché européen. Normalement, il devrait y avoir une IA qui m'aide à faire la phrase, mais ça n'existe pas encore. Non, mais pour la mise sur le marché des nouveaux produits. Et en fait, cette réglementation-là, elle est extrêmement longue et difficile, notamment en France et en Europe encore plus. Et en fait, aujourd'hui, ça, c'est un vrai frein. Et par exemple, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est intéressant de voir que Philips a fait l'acquisition de Cardiologues il y a quelques années. Cardiologues, c'est une start-up française avec exclusivement des ingénieurs français. Et en fait, comment ils ont développé leur modèle? En fait, en allant aux États-Unis. Et ça, c'est un vrai enjeu pour nous tous. Comment, parce qu'on a les meilleurs. Voilà, moi, je suis persuadée qu'on a les meilleurs. Mais du coup, comment on fait pour garder cette longueur d'avance? Et l'accélération de la mise sur le marché de nos nouveaux dispositifs est clé. J'ai réussi à le dire d'un coup. Là. On a les meilleurs, vous allez voir, je vais boucler la boucle grâce à vous. On a les meilleurs et la question, c'est comment on les garde sur nos territoires et faire qu'ils ne partent pas ailleurs et surtout que leur technologie ne parte pas ailleurs et puisse être développée ici. Merci à tous.